Il arrive très souvent que dans la fiction, on a des héros trop puissants. Et ça, on le voit bien dans les mangas et les animés, comme Goku dans le début de Dragon Ball, ou bien sûr Saitama dans One Punch Man. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi pétés et sont vraiment des protagonistes beaucoup trop puissants pour leur manga. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, je remercie Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté la plupart de mes jeux. Si jamais vous souhaitez des jeux adaptés d'animé, il y a pas mal de jeux Dragon Ball ou encore Naruto. Et si jamais vous souhaitez tester d'autres jeux, il y a Clair Obscur qui est vachement sympa, ou encore Mafia The Whole Country qui est plutôt cool. D'ailleurs, comme tous les mois, il y a un concours pour essayer de gagner le jeu de votre choix en cliquant sur mon lien en description. Alors n'hésitez pas à participer au concours. Bonne chance à vous, et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Alors, qu'on soit clair, à l'exception de Johnny, tous les JoJo de chaque partie commencent leurs aventures en étant plutôt forts. Jonathan et Joseph ont rapidement une bonne maîtrise de l'onde, permettant de tuer des vampires, et Josuke ou Giorno ont des stands vraiment redoutables et efficaces dès le début de l'œuvre. Mais il est clair qu'hormis exception avec un boost, aucun n'a eu un stand aussi fort que Jotaro et son Star Platinum. Rien qu'en regardant les stats, il paraît giga abusé. Et il est il tape super fort, est méga rapide, et il est super précis. Enfin bref, c'est un gros bourrin, mais il fait très bien. Et il tape si fort qu'il peut casser du diamant. Il est également méga rapide. Il n'y a bien que Silver Chariot qui peut le suivre en termes de vitesse, et vu qu'il bouge à la vitesse de la lumière, on comprend assez vite que c'est compliqué de 1v1 garde du Nord Jotaro Kujo. Du coup, pour espérer le vaincre, ses adversaires utilisent des capacités bien plus fourbes. Et ce qui est intéressant à suivre, justement, c'est comment Jotaro arrive à déjouer les plans machiavéliques de ses ennemis, pourtant plus faibles que lui. C'est un peu comme un puzzle en fait. Mais une fois le plan déjoué, c'est juste un one shot. Le seul qui a un stand qui peut lutter physiquement contre Star Platinum, c'est The World Dio, dont il est dit que la nature est similaire à Star Platinum. Donc tu demandes à Jotaro qui peut te battre, il te répond mon double. Alors oui, Jotaro a pas mal galéré contre lui, surtout que Dio a la capacité d'arrêter le temps, mais au fur et à mesure que le combat avance, Jotaro apprend à se mouvoir dans le temps arrêté, et même à stopper le temps lui-même, ce qui lui permet de terrasser Dio pour de bon. Par la suite, on le revoit dans les parties suivantes de Jojo, où il est clairement l'utilisateur de stand le plus puissant. Il est présent dans la partie 4, et on sent que l'auteur, Araki, il galère à faire en sorte qu'il ne vole pas trop la vedette à Josuke. Genre, il affronte Josuke et le passe sans trop de difficulté. Et alors qu'il était giga blessé et que Yoshikage Kira le narguait, il a sorti son Star Platinum et a défoncé Kira et son Killer Queen. Et à la fin du manga, alors que Kira allait remonter dans le temps dans une situation critique, c'est Jotaro qui l'a stoppé et qui a donné le coup de grâce. Bon, en vrai, c'est plutôt l'ambulance, mais voilà. C'est pas Josuke qui a achevé l'antagoniste de la partie. Et dans la partie 6, il est présent également. Et on te dit bien dans les descriptions qu'il a le stand le plus puissant qui existe. Du coup, pour le contrer, Pucci l'a piégé et a joué sur ses sentiments envers sa fille afin de l'incapaciter au plus vite en retirant ses disques souvenirs et stand. Et ça l'a mis dans une sorte d'état végétatif. Ok, Pucci avait besoin de son disque souvenir pour son plan vers le paradis, mais c'était aussi un bon moyen pour Araki de l'écarter du récit. Et lorsqu'il est enfin de retour, c'est clairement lui qui a fait plus galérer Pucci, malgré son très puissant Simoon. Et lorsque Pucci arrive à faire évoluer son stand vers Made in Heaven, on nous remonte les stats de Star Platinum entre les chapitres, comme pour symboliser le fait que le stand le plus iconique de Jojo a enfin été surpassé. Avec son arrêt du temps, c'était le stand qui offrait le plus de chances de gagner contre Made in Heaven, qui a une vitesse infinie. D'ailleurs, Jotaro a une chance de tuer Pucci. Malheureusement, ce dernier a su exploiter la seule faiblesse de Jotaro, sa fille. Lui, qui ne pouvait se résoudre à voir sa fille périr sous les lames de Pucci, a préféré sauver sa fille, quitte à laisser passer sa seule chance de sauver le monde. En vrai, il y a peut-être quelques stands qui sont plus puissants, comme genre Codex Expérience Requiem et son pouvoir de nullifier les actions de ses adversaires, mais déjà, Giorno a ce stand-là à la toute fin de sa partie, pas dans l'intégralité de la sienne et c'est des autres. Mais aussi, Giorno et son God Experience Requiem n'a clairement pas eu autant d'influence que Jotaro et son Star Platinum au sein de la saga JoJo Bizarre Adventure. Sakamoto, c'est un peu le John Wick des mangas animés. Alors, pour la petite histoire, Taro Sakamoto était autrefois un assassin tant respecté que redouté, capable de vaincre toute une armée à lui tout seul, avec une facilité déconcertante et une badacité sans pareil. De plus, entre ses mains, n'importe quel objet des plus anodins pouvait être une arme meurtrière. Genre une pince qu'on utilise habituellement pour les barbecues, il la manipule assez bien pour péter un couteau avec. Il détruit des chakrams avec une poêle, est capable de balancer une mine de crayon dans l'œil de son adversaire pour l'aveugler, ou même de tirer assez fort avec une balle de ping-pong pour mettre un gars en PLS. Mais un jour, il est tombé amoureux. Il a donc raccroché les gants d'assassin pour travailler tranquillement dans une supérette. Il est devenu papa et a pris du poids. Cependant, ces kilos en trop ne l'ont pas empêché de rester l'assassin le plus puissant. Genre Shin, qui était venu pour l'assassiner, il n'a rien pu faire contre lui. Sakamoto a été capable de dévier une balle en crachant un bonbon au caramel dessus. Puis il lui a donné un coup de pied assez fort pour lui faire traverser 3 rayons de son magasin. Ça, c'était pour les skills. Mais il reste toujours une brute. Sur le toit d'un immeuble, il tabasse un mec tellement fort qu'il traverse le toit pour se retrouver au dernier étage, ou encore détruire un fossile de T-Rex contrôlé par une machine.
Shin. Il a d'ailleurs promis à sa femme de ne plus jamais tuer. Donc, à la manière d'un Batman, il arrive à neutraliser plein d'assassins surarmés et surentraînés sans avoir recours à la force létale. D'après des personnages, lorsqu'il est sous sa forme obèse, Sakamoto est à 30% de sa puissance à son prime. Et pourtant, ça suffit à venir à bout très facilement des premiers adversaires du manga. Même des persos pourtant aussi cheatés que Shin, qui peut lire dans les pensées. D'ailleurs, c'est assez drôle de le voir le mettre en PLS, juste en pensant à comment il pourrait l'assassiner. Cependant, lorsqu'un adversaire est un peu trop récalcitrant, il peut faire comme Shoji et maigrir en quelques secondes afin de revenir à son prime. Avec cette forme, il est capable de projeter ses ennemis tellement fort qu'il est capable de leur faire traverser des murs de briques ou encore de les projeter sur des dizaines de mètres. Mais toujours non létal hein. D'ailleurs, quand il a appris qu'un de ses adversaires était immortel, il était soulagé car il savait qu'il pouvait se donner à fond sans risquer de le tuer et bafouer son code d'honneur. Bon après, il y a quand même deux persos qui arrivent à mettre à mal Sakamoto, c'est Uzuki qui est son ancien partenaire et qui est capable de copier n'importe quel combattant à la perfection, et Takamura qui est juste un monstre de puissance, capable de trancher des immeubles avec son katana. Mais faut quand même nuancer, je rappelle que Sakamoto s'interdit de tuer, et donc, il se retient comme Broly. Et en réalité, Sakamoto n'a pas encore atteint son plein potentiel. Une de ses partenaires lui a dit que le jour où il aura une famille à protéger, il sera invincible. Donc le jour où quelqu'un met en danger sa femme et sa fille, c'est là qu'on verra la vraie puissance de Sakamoto, capable d'arrêter n'importe qui, tout en respectant son code d'honneur de ne plus tuer, de sorte à encore consolider la légende qu'il est déjà. Alors, je vais pas parler du petit Yugi, qui est certes très appréciable, mais loin d'être aussi cheaté que son alter ego, Yami Yugi, aussi connu sous le nom du pharaon Atem. Oui, bon, désolé du spoil, mais les gars, le manga et l'anime est fini depuis plus de 20 ans, faudrait être à jour hein. Et si techniquement il y a Yusei qui n'a perdu aucun combat en jeu de cartes, il reste tout de même moins impressionnant que le protagoniste original pour pas mal de raisons. Déjà, il faut se rappeler que Yu-Gi-Oh! C'est un manga à la base, et qui n'est pas concentré uniquement sur le jeu de cartes. Yugi joue à pas mal de jeux, que ce soit des lancers de dés, un roi du silence, on a eu également une espèce de Tamagotchi, et il y en a aussi des vachement violents quand même, comme le fait de récupérer de l'argent en le mettant sur sa main, et il faut planter un couteau pour le gagner. Atem a fait du air hockey avec de la substance explosive, et il y a un jeu méga chelou où il fout des pièces dans une chaussure de sneakers. Tu dois en récupérer un maximum, il y a un scorpion venimeux dans la chaussure, donc faut faire gaffe à ne pas se faire piquer. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir ce que veut dire Yu-Gi-Oh, ça veut dire roi des jeux, et c'est pour ça qu'il y a autant de jeux différents. Mais bon, quoi qu'il en soit, peu importe le jeu, il est capable de comprendre, maîtriser et briser les règles dès sa première partie. Et même si son adversaire triche, il est assez intelligent pour trouver une parade, comme dans le Capsule Monster Chest, où Makuba, le frère de Kaiba, il se bat avec des bêtes de monstres niveau 5, alors que Yugi, il se bat avec des larves. Sinon, dans l'espèce de donjon et dragon de Yami Bakura, Atem a pu battre son adversaire, alors que le méchant c'était le pire MJ du monde, en balançant Zork dès le début, alors que c'est le boss ultime du jeu. Et pour rappel, les héros, ils sont juste niveau 1. Mais bref, Atem c'est vraiment un gros château, en plus d'être extrêmement intelligent. Toutefois, là où il montre sa vraie puissance, c'est dans Magic and Wizard, aussi connu sous le nom de Duel Monsters dans l'anime. Et en vrai, on retrouve toujours le côté où Atem affronte des adversaires sur leur terrain, puisque dans le royaume du dueliste, les duels étaient littéralement basés sur le terrain. Et Yugi a fumé tous ses adversaires, ce qui comprend des champions de renom. Il a vaincu le créateur du jeu de cartes, Maximilien Pegasus, qui en plus, avec l'œil du Millennium, pouvait lire les pensées de Yami Yugi. Ouais, dans un jeu de cartes. C'est très pratique, et pourtant, ça n'a pas suffi. Ensuite, il a participé à Batailleville. Il a vaincu Exodia sans trop de problèmes, a montré qu'il était le boss dans la maîtrise du magicien des ténèbres, et a vaincu un sbire de Marek, qui possédait Slifer, et il l'a fait sans avoir de dieu égyptien à son côté. Puis il a vaincu non sans mal Kaiba et Marek lui-même. Avec tout ça, il a réuni les 3/4 des dieux égyptiens, et lui et ses amis sont partis dans l'ancienne Égypte, qui nous ramène carrément dans le passé. Là, les persos invoquent leurs monstres, et les contrôlent un peu comme des Pokémon. Et comme Yami Yugi à ce moment-là, il a les 3 dieux égyptiens, il est évidemment le perso plus fort. Du coup, l'antagoniste Yami Bakura est bien obligé d'utiliser la ruse pour pouvoir lutter. Bon après, Atem, il est pas tout puissant non plus. Il a souvent eu besoin du pouvoir de l'amitié ou de l'âme des cartes, mais c'était dans des situations vraiment particulières. Et au jeu de cartes, il n'a perdu que 3 fois, ce qui n'est pas beaucoup comparé à Jaden, par exemple. Et le pire, c'est que pour 2 fois, c'était des circonstances discutables. La première, c'est contre Pegasus où il a perdu à cause du chrono. Une seconde de plus et il gagnait. La seconde fois, c'était contre Kaiba, qui a littéralement fait un chantage au suicide pour gagner. Et sans son double, qui l'a retenu, il aurait gagné. Sa seule défaite légitime, c'est contre son double. Mais c'était uniquement parce qu'il connaît par cœur. Alors, je sais, vous allez citer sa défaite contre Raphaël dans l'arc du saut d'Orichalque. Bon, ok. Il a perdu, mais c'était un arc filler absent du manga, donc ça compte pas. Et encore aujourd'hui, Atem conserve son aura. Déjà, dans Dark Side of Dimension, il fait carrément office de Deus Ex Machina pour combattre le méchant. Atem revient vite fait dans le corps de Yugi, tire une carte, la joue, bat le méchant,
et il se tire. Dans Yu-Gi-Oh! GX, il est montré comme étant le dueliste ultime. C'est littéralement contre lui que Jaden fait son dernier duel dans la série. Même dans le film Régner au-delà du temps, qui réunit Yugi, Jaden et Yusei, Atem n'a eu droit qu'à un tour de jeu, mais il fait une excellente prestation qui a choqué Jaden et Yusei. Et même dans le futur très avancé de Yu-Gi-Oh! 5DS, Atem est encore considéré comme une putain de légende par Jack Atlas. D'ailleurs, il est tellement chaud qu'on pourrait penser que c'est pas intéressant d'avoir un protagoniste aussi fort qui s'adapte à tout aussi vite. Mais en vrai, il a l'air quand même pas mal, donc c'est plutôt cool à suivre. Et si ce que vous aimez, c'est l'esprit shonen, le personnage qui incarne ça dans la série, c'est Joneichi, que vous connaissez sous le nom de Joey dans la VF. Lui, il commence en étant vraiment gaze, mais il a su s'améliorer afin de devenir un grand dueliste. Enfin bref, lisez le manga Yu-Gi-Oh! C'est vraiment excellent, et il se fait pas du tout animer pour vendre des jouets. Vraiment Yu-Gi-Oh! C'est dans mon top 10. S'il y a bien un personnage qui représente le génie scientifique au sein des mangas, c'est bien Senku Ishigami du manga Dr. Stone, connu pour être dessiné par le très talentueux Boichi. Déjà enfant, il avait tout pour devenir un petit génie. Il s'est passionné de science après avoir rêvé d'aller dans l'espace. Pour parvenir à cet objectif, il a lu des centaines de livres de science et a créé plein de petites inventions, genre des mini-fusées pour emmener des objets dans l'espace. Il a même envoyé ses travaux à la NASA, qui lui ont répondu avec un mail, en lui conseillant du matériel pour poursuivre ses recherches. Et tout ça, il a fait en ayant maximum 10 ans. Bon, perso à cet âge, j'apprenais le braille pour capturer les golems sur Pokémon Saphir. Mais bon, chacun ses passions. Durant les années qui suivirent, il a voyagé dans le monde et a même assisté à un lancement de la navette de la NASA, à seulement 15 ans. Alors qu'il n'est qu'au lycée. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, j'aurais plutôt pensé qu'il aurait sauté 17 classes avec son intelligence de malade. Toutefois, c'est là que la pétrification se produit, changeant Senku et toute la Terre en pierre. Senku est conscient pendant la pétrification et n'arrête pas de compter pour savoir combien de temps est passé. Et il a aussi fait pour rester conscient. Et ça a duré plus de 3000 ans. Bon, perso, je suis en PLS après 2000 de gainage, et lui est resté conscient et n'a pas arrêté de compter pendant plus de 3000 ans. Franchement, chapeau. Une fois dépétrifié, il réalise que la nature dans le monde de Dr. Stone a bien pris ses droits. Genre vraiment, il y a quasiment plus de structure humaine. Senku se construit alors des moyens de survie rudimentaires et cherche la solution pour dépétrifier les autres humains. De plus, avec son ami d'enfance Taiju, ils forment un excellent duo, puisque lui, il incarne la force physique. Les deux ont trouvé la formule avec un mélange d'alcool et d'acide nitrique et commencent à dépétrifier leurs amis. À force de voyage, ils croisent d'autres humains sortis de la pétrification, dont un qui est atteint d'une grave maladie. Ça aurait été un problème dans plein d'autres fictions, mais Senku il a recréé les antibiotiques afin de le soigner. Oui, il s'y connaît aussi dans le domaine médical. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'au cours de cet arc, il a réussi à recréer des lunettes afin d'aider une jeune fille myope à y voir correctement. Pour gagner la confiance du village où vivaient des humains qui n'ont pas connu la civilisation, il crée des ramen pour les convaincre de l'aider. Ouais, en cuisine aussi, il est trop fort, et faut dire que rien de mieux qu'un bon bol de ramen pour rapprocher les gens. Il a même été capable de recréer du cola, parce qu'on pense aussi aux gens qui boivent pas d'alcool pour les apéritifs. Mais bon, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque le gars, il a su recréer même l'électricité dans ce nouvel âge de pierre, afin de s'éclairer avec autre chose qu'une torche avec du feu. Bon, déjà en soi, c'est exceptionnel, mais il s'arrête pas là, puisque recréer l'électricité lui a aussi permis de recréer un téléphone, de sorte à communiquer avec des gens à distance. Oui, le téléphone à l'âge de pierre. Le boug, on dirait moi quand je joue à Civilization et que je mets tout en science. Sauf que lui fait ça dans la vraie vie. Bon, qu'est-ce qu'il peut encore recréer? Des véhicules bien sûr. Que ce soit des voitures, des bateaux ou des motos, Senku et son groupe ont été capables de tout refaire. Est-ce qu'il a déjà galéré pour un truc, vous allez me dire? Eh ben oui, puisqu'il a une faiblesse, il est pas fort à la bagarre, puisque ce n'est pas un combattant. Mais grâce à son intelligence et ses inventions, il parvient à terrasser des adversaires pourtant théoriquement bien plus dangereux que lui. Genre, quand il a affronté des ennemis avec des avions et des armes à feu, il est parvenu à les incapaciter à l'aide d'acide et a su s'emparer de l'avion. Et à partir de là, je vais spoil ce qui n'a pas encore été adapté en animé, donc allez à ce timecode pour pas vous faire spoil. C'est bon? Vous êtes prêts hein? Allez, c'est parti. Après tout ça, Senku décide d'accomplir son plus grand rêve, construire une fusée afin d'aller sur la lune. Bien entendu, il fait tout le nécessaire pour cette dernière, et avant de partir, il construit plein d'objets qui seraient bien utiles pour ses amis. Bien entendu, il a fait son voyage sur la lune, et une fois de retour, il fait part de son nouveau projet, une machine à voyager dans le temps. Et on se doute tous qu'il va y arriver. Et je le rappelle, hein, Senku c'est juste un lycéen, et il a pu recréer la civilisation de zéro. Et quand on voit que des personnages comme Satoru dans Survivant, ils galèrent juste à survivre, tu te dis que Senku il est vraiment très cheaté. Et je suis très content de mettre en avant l'intelligence, alors que la plupart des gens s'attendent à ce que je parle juste de puissance pure. Et il y a un truc qui est très impressionnant, c'est que Riichiro Inagaki, qui scénarise le manga, il s'est dit que pour créer un personnage aussi puissant que Senku, il doit aussi se dépasser en termes de connaissances. En tout cas, ça se voit que l'auteur s'est beaucoup renseigné sur ce sujet, car c'est plutôt fidèle à la réalité, et il a su très bien vulgariser la science. Le génie de Senku a surtout permis de recréer rapidement beaucoup d'inventions qu'on considère comme acquises dans notre société, mais qui, dans le monde de Dr. Stone, avaient totalement disparu.
Qu'est-ce qui se passe si dans l'univers d'Harry Potter, un moldu go muscu décide de devenir le meilleur élève de son école par la seule force de ses gros muscles? Eh bien, ça donne un manga qui est très clairement une parodie de l'univers d'Harry Potter à la sauce One Punch Man, Mashle. En théorie, dans cet univers, les personnes nées sans marque et donc sans magie, qui est un petit peu l'équivalent des moldus, sont exécutées à la naissance, en mode comme ça on reste contre gens purs. Élu de la magie. Ouais, c'est ultra dictatorial comme système, on va pas se mentir hein. Mais un jour, un vieux magicien raté découvre un enfant abandonné sans marque, et plutôt que de le dénoncer, il s'identifie à lui, et décide de l'adopter et de l'élever comme son fils, et le nomme Mash. Bon, le problème, c'est qu'en tant que sans magie, il risque d'être assez vulnérable s'il se fait attaquer. Donc son daron a la bonne idée de lui filer des haltères, afin qu'il se renforce physiquement, histoire de pouvoir se défendre un jour s'il se fait agresser. Et ça n'a pas manqué, puisqu'un jour, il s'est rendu en ville avec son absence de marque sur la gueule. Il s'est fait traquer et attaquer par des flics, son daron s'est fait torturer, mais Mash revient afin de défendre son père, et c'est là qu'on découvre à quel point il est absurdement fort. Le flic lui balance tous ses sorts les plus puissants dans la gueule, dont un qui est dit qu'il peut tuer des dragons, mais Mash les repousse avec une facilité déconcertante. Il est même capable de jongler avec. Quand il voit ça, le flic il a une idée. Faire en sorte qu'il rejoigne la plus grande école de magie et devienne l'élève numéro 1 de l'école, afin qu'ils se partagent les récompenses. S'il refuse, le flic balance tout, donc Mash et son père sont forcés d'accepter. Notre héros intègre donc l'école de magie, il se tatoue une fausse marque pour passer inaperçu, et passe les épreuves qui requièrent normalement de la magie, de façon assez atypique. Genre une feuille qui est enchantée pour être illisible, il la menace pour que le laisse se tienne tranquille. Pour faire léviter une pierre, il fait genre qu'il sa magie avec sa baguette, alors qu'il a un doigt planté dans un rocher pour le soulever. Bon, déjà, moi j'arrive même pas à le soulever avec mon corps tout entier, mais lui il le fait tranquille. Avec juste un doigt. Sinon, il y a Limbyrine qui nécessite de la magie pour s'orienter. Bon, bah, Mash, il éclate les murs pour juste foncer tout droit vers la sortie. Mais c'est pas précisé dans les règles. Et ça, c'est que le début de ses exploits de force. Il peut soulever tout le sol d'une pièce, et a soulevé super facilement une baguette lourde de plusieurs tonnes que personne n'a pu soulever en des milliers d'années. L'exploit de force le plus impressionnant, pour moi, parmi tout ce qu'on a pu voir en animé, c'est quand il domine en tir à la corde un espèce de kaiju magique, juste avant de l'envoyer en l'air à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Et tout ça, il l'a fait en étant nerf, puisque, comme Rock Lee, Mash porte toujours des bracelets lestés qui le ralentissent. Et vu l'onde de choc quand ils ont touché le sol, il devait bien faire plusieurs tonnes. Non, vraiment, il est juste super fort. Et même des parties de son corps sont juste hyper puissantes. Et genre, vous allez voir, c'est improbable. Genre, à un moment, il affronte un colosse avec une énorme épée façon Guts. Il allait lui trancher la tête, mais Mash a arrêté l'épée avec ses paupières. Alors, vous demanderez à Manga Workout, parce que j'ai cherché comment muscler ses paupières, j'ai pas trouvé. Côté vitesse aussi, il est impressionnant. Il court si vite qu'il peut courir solo et donne l'impression de se téléporter. Et il peut faire des images rémanentes de lui-même. Il est capable de surprendre ses ennemis alors que ces derniers ralentissent sa vitesse par 100. C'est dire à quel point il est rapide. En termes de résistance, il peut se faire transpercer par une épée, mais ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Et il peut contracter ses muscles pour bloquer l'épée et stopper l'hémorragie. Mais un truc qui est assez impressionnant chez Mash, et dont on se rend pas vraiment compte, c'est son intelligence. Je sais, avec sa tête de teubé, il véhicule beaucoup l'image du mec qui a tout dans les muscles, mais rien dans la tête. Mais en vrai, à certains moments, il est giga malin. Genre lorsqu'il affronte une créature qui renvoie les coups donnés directement, plutôt que de continuer à taper le monstre et se faire des dégâts tout seul, il a créé à partir d'une baguette de métal une raquette de tennis improvisée. Il a utilisé un rocher comme balle et fait du squash en remplaçant le mur par la gueule du monstre, de sorte à lui faire des dégâts sans activer sa capacité de renvoyer les coups. Mais c'est pas la seule chose qu'il est capable de faire avec cette baguette, il peut aussi en faire une sorte de queue de billard ou encore un grand baseball. En plus, il peut très bien s'adapter. Genre, il n'avait jamais nagé de sa vie, et la première fois qu'il va dans l'eau, il sait nager en 3 secondes, au point de surpasser un requin à la nage et lui péter la gueule sous l'eau. Mais pour moi, le plus impressionnant, c'est comment il fait pour voler. Alors, les magiciens, ils prennent un balai et le font voler avec eux dessus, grâce à leur magie. Classique. Mais Mage, qui n'a pas de magie, comment fait-il? Eh ben déjà, il fait des bonds de plusieurs dizaines de mètres. Bon, ça, c'est assez classique pour des personnages à force surhumaine. Mais surtout, pour se maintenir en stationnaire, il bat des gens façon Yoshi. Ce qui est aussi hilarant qu'impressionnant. Et il y a un truc qu'on se rend vraiment pas compte, c'est à quel point les personnages de Mashle sont puissants. Entre les persos qui contrôlent le temps, la gravité ou l'espace, non, honnêtement, ils sont trop cheats. Mais ça, on se rend pas du tout compte, parce que les persos se font constamment humilier par Mage de manière toujours... comment dire, inattendu. On le compare souvent à Saitama, mais là où Saitama, c'est sa surpuissance et son attitude qui font rire, Mage, c'est plutôt de voir la façon dont va utiliser sa surpuissance pour déjouer des magies ultra cheat de ses adversaires. Et l'auteur a toujours réussi à trouver des idées super drôles pour ça. Et perso, après avoir lu le manga, j'ai envie de deux choses, m'acheter un chou à la crème et m'inscrire dans le fitness park le plus proche de chez moi. L'année dernière, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans la bulle manga animé. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que le Fullmetal Alchemist Brotherhood trônait au sommet du top de My Anime List. Et il a enfin été détrôné. Mais par quel animé? Eh bien celui parce qu'il va nous intéresser dans cette partie, Frieren. Et croyez-moi,
c'est pas volé. Le manga nous raconte l'histoire de Frieren, une elfe qui a plus de 1000 ans, qui suite à une dizaine d'années de guerre contre le roi démon avec ses compagnons, décide d'explorer le monde pendant 50 ans. Et lorsqu'elle revient retrouver ses anciens amis, ces derniers ont bien vieilli contrairement à elle. Elle s'accompagne alors de nouveaux compagnons et continue d'explorer le monde afin de comprendre plus sur la nature humaine. Cette exploration va évidemment s'accompagner d'affrontements contre des nouveaux adversaires, au cours duquel elle va témoigner d'une puissance plus qu'exceptionnelle. Et ouais, elle en a pas l'air comme ça, mais c'est une combattante de zinzin. Elle fait des projections d'énergie aussi destructrices qu'un Kamehameha, des explosions qui mettraient même en sueur Katsuki Bakugo, et est même capable d'invoquer du feu de l'enfer, geler un lac ou encore manipuler la foudre. Ouais, rien que ça. En plus, tout ce qui est magie de scellement, elle connaît par cœur, que ce soit pour en mettre ou en retirer. C'est un jeu d'enfant pour elle. Vraiment, elle est au-dessus de tout niveau magie. Genre, si elle affronte un personnage avec un pouvoir de nécromancie, elle dit non. Les morts, ça reste mort. Bon après tu peux te dire, elle est forte, mais en soi c'est un glace canon, et bah ça va être bien compliqué pour la vaincre. Frieren est méga rapide, et c'est giga dur de la toucher. Que ça soit des cheveux sans tête, ou les projections de mana adverse, faut vraiment la prendre par surprise pour espérer la toucher. Et ouais, faut être très fort, parce qu'elle peut sentir les auras magiques à 10 km à la ronde. Et de toute façon, même s'il veut pas bouger, elle peut invoquer des boucliers capables d'arrêter n'importe quelle attaque. Que ce soit une pluie d'épée, une tornade de feu, ou encore des putains de méga rayons de dragon géant. Il y a que les rayons noirs qui peuvent briser son bouclier. Mais déjà, c'est pas tout le monde qui maîtrise un sort aussi puissant, et le bouclier tient assez longtemps pour permettre à Frieren d'esquiver facilement l'attaque. Et même si par miracle vous arrivez à la toucher, bon courage pour la vaincre. Ah bah oui, parce qu'elle est très résistante. Un adversaire lui a déjà fait des explosions de mana à bout portant, et au mieux ça l'étourdit, et ça la blesse très légèrement. Et même un sort d'hypnose, ça la fait quasi pas. Enfin voilà, sa liste de sorts est plus longue que mon corps entier, et elle est pas forte que pour la bagarre d'ailleurs. Et en soi, c'est normal. Avec plus de 1000 ans d'expérience, logique qu'il a un si grand répertoire de sorts aussi puissants. À son échelle, les 10 ans de bataille contre le roi démon, ce serait une semaine agitée pour nous. Et encore. Et d'ailleurs, là où dans la plupart des shonen, l'aventure débute avec le héros qui doit accomplir son rêve et vaincre le grand méchant pour devenir une légende, là, Frieren est déjà une légende qui a vaincu le grand méchant. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas se développer en termes de puissance, mais en termes d'humanité. Et c'est pour ça que Frieren est un personnage super intéressant à suivre. Et voilà, c'était 6 personnages qui sont vraiment super forts pour leur verse, mais que j'ai trouvé quand même super intéressant à suivre. Dans la première vidéo, on a vu pas mal de persos qui pouvaient être considérés comme des Karisu, mais dans la vidéo du jour, ils sont bien plus intéressants. Entre les persos qui sont forts, mais qui galèrent quand même pour d'autres raisons, les persos comiques et les persos qui doivent se développer sur un autre point que la puissance, c'était super cool à traiter. Dites-moi si vous souhaitez 2 épisodes avec des méchants beaucoup trop puissants, ou encore des personnages secondaires plus puissants que le héros. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!